C'est le grand dossier sur LCI. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Après un jeudi noir, c'est encore la panique sur les marchés mondiaux. La bourse de New York tout à l'heure a de nouveau ouvert dans le rouge. Le monde de la finance n'aime pas, mais alors pas du tout, les droits de douane imposés par Donald Trump. La Chine d'ailleurs, ça y est, a décidé de répliquer un plus 34% de droits de douane sur les produits américains. La guerre commerciale a-t-elle débuté cet après-midi? L'escalade tant redoutée a-t-elle commencé? Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à un krach boursier? On analysera la situation avec nos invités. Le monde tremble en tout cas. N'est-ce pas l'occasion de changer de modèle? C'est la question qu'on a décidé de poser dans le grand dossier. Peut-on aller jusqu'à parler d'opportunités où il est question de patriotisme, de relocalisation? Vous entendrez plusieurs ministres français. Yves Jégo, en tout cas, sachez-le, ancien ministre, nous rejoindra pour en parler. De toute façon, Donald Trump avait prévenu, ça va faire mal. Tout du moins au début. Je pense que nos marchés vont exploser. Nous devons leur donner une petite chance, mais nous créons des emplois. Nous développons l'industrie et nous engrangeons des milliers de milliards de dollars. Je pense que nos marchés vont exploser, il faut leur laisser un peu de temps. Ils ont déjà commencé la construction de nombreuses usines. Bientôt, il y aura beaucoup d'usines. Elles sont en cours de construction dans tout le pays. Il faut donc laisser un peu de temps au temps. Il faut laisser du temps au temps. Effectivement, on est un petit peu moins de 48 heures après l'annonce de Donald Trump. Est-ce que ça va finir par se calmer ou pas? En attendant, c'est encore la panique aujourd'hui. On verra les chiffres de la bourse dans un instant. On en parle avec Catherine André, notre journaliste économique. Bonjour Catherine. C'est vous qui allez tout nous expliquer tout à l'heure avec les chiffres de la bourse américaine et du CAC 40 en direct. Gallagher Fenwick, bonjour. Grand reporter, spécialiste des questions internationales. Adina Révol, bonjour. Bonjour. Essayiste, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France, auteur de Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen aux éditions Odile Jacob. Et notre invité pour cette première partie, Christian de Boissieu, bonjour. Bonjour. Vice-président de Cercle des économistes, professeur émérite d'économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de ce livre, La nouvelle guerre des monnaies aux éditions, là aussi, oui, Odile Jacob, c'est la même chose, que vous avez écrit avec Marc Schwartz. Important les monnaies en ce moment parce que ça tangue pas mal. Je suis désolé de rajouter une cause d'anxiété supplémentaire. Il y en a déjà pas mal dans le tuyau. Ah mais sur ça aussi, ça va mal aller? Non, oui, parce que derrière tout ce qui se passe du côté américain, il y a la volonté de faire baisser le dollar. Exactement. Bon, partant de l'idée que le dollar serait surévalué contre nous tous, y compris contre l'euro, ce qui ne me paraît pas du tout évident. Et donc, la thèse qui a été défendue depuis novembre par le conseiller économique principal du président Trump, c'est-à-dire Stéphane Miran, ça consiste à dire c'est l'attrait du reste du monde pour le dollar qui a fait monter le dollar et qui aurait provoqué le déficit commercial américain. Il retourne complètement la causalité. Et donc, on a le sentiment, je me permets de dire que la question monétaire n'est pas indépendante du tout de la question commerciale, la question des droits de douane. Non, le dollar est trop fort aux yeux, effectivement, de à leurs Trump, yeux. mais il ne faut pas qu'il baisse trop non plus. Donc il faut trouver le juste équilibre. S'il baisse trop, il y aura un moment donné où les investisseurs étrangers vont perdre confiance dans la monnaie. Et alors, Trump, il veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut un dollar conquérant et un dollar compétitif par son taux de change. À un moment donné, s'il arrive, ce qui n'est pas gagné, à faire baisser le dollar, ce n'est pas gagné heureusement pour nous, je dirais européens, il y aura un moment donné où les investisseurs, ceux qui achètent des bons du Trésor américain, des titres du Trésor américain, les Chinois, les Japonais, les Européens, le Golfe, etc., ils ne viendront pas acheter des titres en dollars parce qu'ils risquent de perdre non pas leur culotte, mais leurs avoirs à travers la baisse du dollar et le risque de change. Exactement. En attendant, deuxième jour de baisse à la bourse de New York, c'est les marchés mondiaux et dans le rouge également. On en parle dans un instant. D'abord, direction Washington. J'attendais notre correspondant. Ça y est, il est branché, Axel Monnier. Le débat, bien sûr, vient avoir lieu sur le plateau, mais on voulait savoir, Axel, comment ça se passait du côté des États-Unis. On a vu que les marchés n'aimaient pas du tout la politique actuelle de Donald Trump avec ses nouveaux plongeons à la bourse de New York. Est-ce que les grands patrons qu'on n'a pas entendus depuis mercredi soir, ça y est, commencent à réagir, à s'exprimer ou pas ? Ils commencent à s'exprimer généralement sous couvert d'anonymat dans les journaux et qui relaient justement leur forte inquiétude. Ils n'ont pas de mots assez forts justement pour décrire cette politique économique menée par Donald Trump. Ils ne la comprennent pas, ils ne voient pas où il veut aller, ils ne comprennent pas non plus pourquoi il s'entête. Ça ressemble vraiment à du jusqu'au boutisme et c'est pour ça qu'il y a cette panique au niveau des marchés financiers, une panique qu'il est difficile de ne pas relever. Certains ont même parlé d'un jeudi
jeudi noir, alors qu'en plus aujourd'hui, après les annonces de représailles de la Chine, eh bien, ces mêmes marchés sont encore en baisse et certains parlaient même de catastrophe au ralenti. C'est-à-dire qu'on n'en est qu'au tout début et c'est déjà une catastrophe. Ils pensent que les effets vont se faire sentir à très long terme parce qu'on le sait, le monde économique et financier a besoin de stabilité, a besoin de prévision. Et là, ce que propose Donald Trump, c'est exactement l'inverse. Ce sont des mois et des années peut-être même qui s'annoncent assez difficiles. Alors, certains patrons se demandent tout simplement s'il ne va pas à un moment revenir en arrière. Il n'est pas possible de s'entêter, selon eux, à tel point d'avoir raison contre le monde entier quand tout semble prouver que ce n'est pas le cas. Bref, ce qui changera peut-être, c'est la défiance des consommateurs. Elle commence à être forte, mais il faudrait vraiment qu'il y ait un mouvement général parce que Donald Trump, lui, s'entête. J.D. Vance, lui, dit qu'il savait qu'il y aurait des secousses sur les marchés. Il pense qu'elles sont plus basses, mais le mot de la fin revient peut-être au secrétaire au commerce qui fait tout ce qu'il peut pour vendre sur tous les plateaux ces mesures. Sa conclusion, c'est de dire « Laissez Donald Trump gérer l'économie mondiale, il sait parfaitement ce qu'il fait ». Pour l'instant, ils sont bien être le seul à être d'accord avec ça. Oui, exactement. Ça, c'est intéressant. On reviendra vous voir tout à l'heure, Axel, parce qu'on a aussi envie de savoir si c'est la panique du côté des citoyens américains ou pas. Vous nous raconterez tout dans un instant. Intéressant ce que disait Axel. Ce sont bien peut-être les seuls à le croire, à cette politique américaine. Mais il en faut de la confiance pour résister à toute cette pression, à la pression notamment des marchés. Non, absolument. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui ont préparé cela et qui ont théorisé cela sont jubiles, en fait, face à ces indices qui s'effondrent. C'est exactement ce qu'elles veulent. Elles ont déclaré la guerre à la mondialisation. Elles ont déclaré la guerre à la financiarisation de l'économie. Et donc, ces milliards qui partent en fumée, ce ne sont pas les milliards des petits Américains, comme ils disent, au nom desquels ils font revenir le fer et l'acier face à la finance. Et donc ces personnes, elles sont physiquement en train d'essayer de constituer une sorte de cordon sanitaire autour du président Trump en lui disant « Écoutez, on vous avait prévenu. Ce qui est en train d'advenir, c'est exactement ce que nous avions prévenu. Il ne faut pas mentir aux Américains. Il faut leur dire que ça va être difficile, qu'il va y avoir effectivement une inflation persistante, mais c'est un mal temporaire pour un bien durable. » Et donc, disent-ils, le rêve américain, il est écrit nulle part dans la Constitution qu'il consiste à pouvoir acheter des biens pas chers en provenance de Chine. Donc ça, c'est terminé. Et donc, pour finir, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de négocier. Nous, on voit ça depuis notre côté de l'Atlantique et c'est tout à fait normal. Mais la première guerre, elle est déclarée à Wall Street. Et donc, ils négocient avec les patrons, si vous voulez, avec les grands patrons. Ils leur mettent un pistolet sur la tempe et ils leur disent soit vous ramenez la manufacture, les usines, la fabrication du Bangladesh, du Vietnam, du Laos, etc. aux États-Unis, soit vous continuez à regarder vos cours en bourse s'effondrer. Oui, ça me fait penser à mon ennemi, c'est la finance. On verra si c'est le cas pour Donald Trump. D'abord, d'accord, mais il se passe ça, ce qui se passe sur les marchés. Que se passe-t-il précisément ? Catherine, vous venez avec moi ? Vous allez tout nous expliquer, parce que moi, ce que j'ai retenu... Alors vous allez me donner le détail, parce que moi je ne suis pas une experte, mais moi ce que je retiens c'est le rouge partout. Alors ça peut encore être un peu effrayant ce grand tableau évidemment avec ces chiffres. Là c'est l'indice boursier qui est l'indice boursier de référence aux États-Unis, c'est le S&P 500 qui donc suit des entreprises absolument majeures aux États-Unis et vous voyez notamment en rouge les plus grandes chutes hier, aujourd'hui là, des indices et déjà hier des chutes absolument énormes. Vous avez Amazon ici, Apple, Microsoft, Nvidia, le champion des microprocesseurs pour l'intelligence artificielle. On précise Catherine, ce sont des chiffres en direct. Absolument. Là, c'est le direct en ce moment même donc de la bourse de Wall Street. Alors on pourrait se dire moins 3% pour Amazon, moins 6% pour Nvidia. Finalement, est-ce que c'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup parce que ça se cumule déjà à la journée d'hier où il y avait eu, on peut parler de jeudi noir pour effectivement les valeurs de la tech américaine. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont ces grands patrons qui étaient autour de Donald Trump lors de l'investiture, qui ont soutenu sa candidature. Et aujourd'hui, on voit la conséquence sur les marchés. Il y a deux problèmes aujourd'hui pour ces entreprises de la tech. Déjà, elles produisent énormément à l'étranger,
notamment en Asie du Sud-Est. On pense à Apple, qui produit notamment ses téléphones en partie au Vietnam. Et donc, ces biens de consommation, ils vont voir leur prix exploser dans les prochaines semaines si les droits de douane sont vraiment imposés. Puis il y a une autre inquiétude, c'est la réplique que pourrait imposer l'Union européenne. L'Union européenne qui pourrait décider justement de taxer ces entreprises emblématique pour faire plier Donald Trump. Et donc, il y a aussi cette réaction qu'on voit aujourd'hui sur les marchés. Alors, j'attire votre attention sur Tesla. Alors, Tesla, c'est la débandade puisque aujourd'hui, c'est moins 10%. Hier, déjà, on était à moins 5%. Hier, le patrimoine d'Elon Musk, il a fondu de 11 milliards, 26 milliards lundi. On voit que pour Elon Musk, ça va être compliqué de concilier politique et affaires. Juste ça, hein. Ça c'est des chiffres qui peuvent paraître anecdotiques, vous l'avez dit. C'est plusieurs centaines de milliards de dollars qui s'envolent en fumée. Exactement, on parlait hier de 2000 milliards de dollars qui s'étaient effacés hier. Alors on se dit que c'est de l'argent fictif. Pas vraiment, c'est en fait de l'argent qui aurait pu être investi dans ces sociétés, qui ne le sera pas, et donc potentiellement des investissements en moins, des emplois en moins. Indicateur en direct également du côté du CAC 40. Comment est-ce que ça réagit cet après-midi ? Alors on voit qu'hier, il y a eu une chute brutale du CAC 40. Et là, on est toujours sur une baisse du CAC 40 qui, effectivement, réagit aux annonces de Donald Trump. Alors après, on est sur des réactions spontanées. On sait que les marchés également, ils surréagissent. Aujourd'hui, les Européens se sentent évidemment touchés par ces annonces de Donald Trump. Mais on est loin quand même de ce qu'on voit aux États-Unis sur les grands indices boursiers. Mais évidemment, ce qui inquiète beaucoup, c'est les perspectives. Il n'y a pas d'optimisme aujourd'hui dans les perspectives, dans les annonces futures de Donald Trump. Et donc, effectivement, certains parlent déjà de crack possible. C'était la question. Parce que moi, effectivement, naïvement, je me dis, bon, ça sent pas très bon. Et comme vous l'avez dit, quand il n'y a pas de confiance, c'est jamais bon en économie. On n'a pas de perspective. Est-ce que ça ressemble effectivement aux prémices d'un krach boursier ou pas ? Quand on parle de krach, il y a toujours une dimension qui est rationnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses s'emballent, il y a une baisse soudaine des marchés, les investisseurs veulent vendre leurs actions, ne trouvent pas preneurs, les prix baissent, vous rentrez dans une spirale infernale, c'est la chute des cours, et puis souvent il y a une bulle spéculative. On parlait notamment du marché de l'immobilier en 2008. Est-ce que là on est sur un krach ? Non, pour l'instant c'est pas le krach, mais évidemment les perspectives sont inquiétantes parce qu'on sait qu'il n'y a pas de positif qui arrive dans les prochaines semaines. Il y aura la réplique de l'Union européenne. Là aussi, sans doute qu'il y aura une réaction très forte des marchés financiers. La confiance, pour l'instant, avec les investisseurs est rompue. Et effectivement, il y a des signes inquiétants pour l'économie mondiale puisqu'on parle d'une récession possible à 60% selon les prévisions de la banque d'investissement JP Morgan. Bon, mais tout ça, c'était prévu. Donald Trump, Gallagher l'a rappelé, Donald Trump l'avait prévu, ça va faire mal. C'est comme un patient finalement, vous savez, qui a été hospitalisé, qui a été opéré. Au début, vous souffrez pour que ça aille mieux après. Écoutez. C'est donc un patient malade. C'était un patient malade. Il a été opéré le jour de la libération. Et ce sera un pays en plein essor. Il faut que ce soit incroyable en fait. Et nous le voyons parce que nous avons engagé des milliers de milliards de dollars. Des milliers de milliards. Bon, alors, est-ce que les économistes sont d'accord avec ça ? Est-ce qu'effectivement, on peut souffrir dans un premier temps, ça va durer plus ou moins longtemps, pour qu'après, ça s'améliore ? En tout cas, je regarde l'histoire. Parce que ce n'est pas la première fois que les États-Unis mettent des tarifs importants. En 1930, ça a créé la Grande Dépression. Et puis, derrière, les électeurs américains ont sanctionné le pouvoir en place. Donc, ça n'a jamais marché. Et puis, si vous regardez l'histoire de manière générale, c'est justement l'ouverture qui marche, ce n'est pas le protectionnisme. Donc clairement, ce n'est pas parce que Donald Trump va mettre des tarifs si importants qu'il va réussir à tout réindustrialiser, tout ramener aux États-Unis, parce que c'est une chaîne, s'il ramène des usines par exemple, derrière il y a des matières premières qui ne sont pas aux États-Unis. C'est toute une chaîne qui doit être ramenée. Et puis, dernier point, moi, dans les tableaux de sanctions, de tarifs que j'ai vus, il manque un certain nombre de pays, notamment la Russie, le Bélarus, la Corée du Nord. Bon, on me dit qu'il y a des sanctions contre ces pays, mais en parallèle, il y a des émissaires russes qui négocient la levée des sanctions à Washington et qui parlent des grands deals avec l'administration Trump. Donc, il y a des questions à se poser derrière ces tarifs qui ont été présentés. Exactement. Quand on voit ça,
Christian Boissieu, dites-moi ce que vous voyez. Moi, je vois du rouge partout, je vois la panique partout. Est-ce que pour vous, c'est juste une photo à l'instant T, il faut se dire, il faut voir, effectivement, comme le dit Donald Trump, il faut voir plus loin? Ou est-ce que vous dites qu'il y a quelque chose qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe, et j'ai un problème avec la distinction que fait le président Trump entre le court terme et le long terme. Ah. D'abord, je ne sais pas très bien quelle est l'épaisseur du court terme dans son esprit. Oui, parce que ça va durer combien de temps, cette histoire? C'est un court terme qui peut durer quelques mois, pourquoi pas 2-3 ans. Ouais. Et l'idée qu'il faut souffrir à court terme pour, au fond, en bénéficier à long terme me paraît assez contestable. J'ai envie de citer Keynes, l'économiste britannique, bien connu, qui disait « à long terme, nous sommes tous morts ». Donc le long terme, c'est aussi une succession de court terme, et on ne peut pas séparer comme il le fait. Je pense que le court terme est compliqué et peut durer plus longtemps qu'il a l'air de l'entendre. Deuxièmement, sur le crack, moi je fais partie des anciens, et donc j'ai le souvenir d'octobre 1987. Le 19 octobre 1987, New York avait perdu sur la journée 22%. Et les autres places financières avaient suivi, compte tenu du fait que c'est la globalisation financière, nous sommes dans le même bateau. Bon, donc là, on perd 4 ou 5% chaque jour. C'est pas les mêmes échelles. C'est pas tout à fait la même chose, mais je veux dire, si on perd 4 ou 5% sur une semaine, ça finit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et la question qui se posera à un moment donné, si la dégringolade des bourses continue, c'est est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Parce que quand vous regardez l'histoire des crises financières, qu'est-ce qui marque l'arrêt d'une crise financière d'un crack, généralement, c'est l'intervention des banques centrales. L'intervention des banques centrales, qui injectent massivement des liquidités, qui baissent leur taux d'intérêt, etc. Là, on se souvient 2008, par exemple. On se souvient 2008, par exemple. 2008, ce sont les banques centrales qui ont sauvé le système à travers des politiques monétaires qu'on appelait non conventionnelles, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Je dis, et puis en 87, Greenspan, le 19 octobre, Wall Street perd 22%, Paris perd 20%, et Greenspan, qui était le patron de la Fed à l'époque, injecte massivement des liquidités. Donc là, si véritablement la dégringolade des bourses continue, Trump, il ne pourra pas continuer à dire que c'est pas important, c'est secondaire, ça lui est égal. Et je pense qu'à un moment donné, cette crise de confiance peut s'accélérer et que la question des banques centrales se posera du côté américain, et c'est là où il y aura probablement un test sur l'indépendance réelle de la Banque centrale américaine. Bon, la Réserve fédérale américaine, si véritablement les bourses continuent à dégringoler, elle sera peut-être poussée par le pouvoir politique, par l'administration de Trump, à injecter massivement des liquidités, à baisser ses taux, alors que, vous l'avez dit, et je reviens là-dessus, à mon avis, les barrières à Trump vont venir de l'intérieur des États-Unis beaucoup plus que de l'extérieur. Mais ce que disait Gallagher il y a un instant, en gros, mon ennemi, c'est la finance. On est en train de le faire. C'est-à-dire que là, vous, les grands groupes et tout, qui avez délocalisé, il va falloir revenir, parce que sinon, on peut continuer cette politique. Oui, mais cette distinction entre Main Street et Wall Street, qui est derrière ce que disait Gallagher, Main Street, c'est l'économie réelle. Moi, en tant qu'économiste financier, je pense que c'est l'économie réelle qui compte. C'est la croissance, c'est l'investissement, c'est l'emploi, c'est tout ça, c'est l'innovation. Et que la finance doit être un moyen et pas un objectif en soi. Donc je suis d'accord avec ça. Mais je suis même pas sûr que Trump soit aussi net dans son jugement vis-à-vis des marchés financiers. Ça me paraît compliqué, moi. Parce que, attendez, il en a quand même pas mal profité des marchés financiers, que je sache. Ah bah oui. À un moment donné. Ouais. Donc, à moins de considérer qu'il n'a pas de conflit d'intérêt, qu'il est détaché de tout ça, qu'il distingue pas tellement quand même, ouais. Ses ressources dans l'immobilier et puis la manière dont il gère le pays, à moins de dire qu'il y a une muraille de Chine entre deux, je ne suis pas sûr qu'il y ait cette muraille de Chine. Mais il y a une image qui est quand même, deux images qui sont saisissantes, parce que quand on regarde effectivement Wall Street totalement dans le rouge, encore une fois... Ah ben alors, vous lisez dans mes pensées. Encore une fois, cet après-midi, Donald Trump, pendant ce temps-là, il fait quoi? C'est Néron. Il joue au golf. Il joue au golf. Ouais. Vous la voyez, cette image? Il y en avait un qui jouait de la lyre et lui... C'est de la provoque. Oui, évidemment, c'est la provoque. Non, un jour comme un autre. Enfin, vous percevez ça comme étant de la provoque, mais c'est ce qu'il est naturellement. Alors, ça, ontologiquement, il est provocateur à vos yeux. Mais c'est, encore une fois, ce qu'il est et ce qu'il veut. Ce qui tétanise le monde des affaires aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, cet illogisme, en fait, est une forme de suicide économique. Il n'y a pas d'autre manière. Le patient, c'est Donald Trump, c'est l'économie américaine. Il n'y avait aucune raison de la faire passer sur le billard, de l'anesthésier, de l'électrochoquer, comme si elle était... l'économie américaine, elle était en bonne santé.
de la création d'emplois, il y a de la croissance, il y a des inégalités persistantes, il y en a depuis des décennies, c'est la grande histoire des États-Unis. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est que justement, il s'adresse et regardez qui y avait dans la roseraie le jour où il fait cette annonce. C'est pas des gens de Wall Street, c'est des gens avec des tenues, si vous voulez, qui viennent du monde de l'automobile, de la construction, etc. Et il dit, je vous remets au centre du jeu, et c'est pour vous que je vais faire ça. Maintenant, c'est un pari qui est extrêmement risqué, et surtout qui revêt un caractère, encore une fois, désuet, obsolète. C'est-à-dire, c'est quoi l'idée? C'est que les Américains, ils vont se mettre à cultiver du café, ils vont reconstruire des usines, ils vont faire des chaussettes, des t-shirts. C'est-à-dire que cette idée que les gens qui ont délocalisé au Bangladesh, tout d'un coup, où ils profitent, et c'est vrai, c'est inhumain et inacceptable, très largement d'une main-d'œuvre souvent juvénile, très, très, très peu chère, qui vont fermer ça et qui vont faire transférer les usines. Ça ne se fait pas comme ça, c'est une espèce de chimère. Oui. Et c'est extrêmement dangereux. Combien de sujets on a fait depuis 24-48 heures en disant que les premiers qui vont en payer le prix, ce sont les Américains. Et donc, c'est déjà ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que le risque, ça va créer de l'inflation. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'ils font les Américains? Ils sont en train de se précipiter pour acheter des voitures, des téléphones. Jade va venir nous le dire, parce qu'effectivement, elle a étudié la question, elle a cherché les images. Ça, les prix vont monter. Exactement. Vous allez créer des distorsions sur les marchés, donc ça va... Oui, vous voulez tous réagir. Alors, promis, vous allez pouvoir le faire. Mais l'une des premières rétorsions, c'est celle de la Chine, qui a décidé, ça y est, cet après-midi, d'imposer des droits de douane également sur tous les produits américains à hauteur de 34%. Donc c'est la réplique chinoise. Donald Trump a aussitôt réagi. Vous, les Chinois, vous êtes en train de paniquer. Allez, on part en Chine voir notre correspondante Louise Malnois. Bonjour Louise. La riposte chinoise donc était attendue, ça y est. Et on voit que dans la foulée de cette annonce de la part de Pékin, les marchés financiers ont plongé, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Est-ce que ça a été la même chose en Chine ou pas ? Alors la bourse de Shenzhen, où je me trouve, celle de Shanghai également, ont fermé ce soir en marquant une légère baisse. Évidemment, les marchés s'inquiètent de ce qu'on voit comme une escalade dans ces tensions commerciales, en réaction à cette réponse très ferme de la Chine, qui ne fait pas dans la dentelle. 34% de frais de douane supplémentaires sur toutes les importations américaines, sans distinction de produits à compter du 10 avril. Et puis Pékin a également placé 16 entreprises américaines sous contrôle des exportations, 11 nouvelles entreprises américaines sur sa liste noire des entités jugées peu fiables. Et puis un autre marqueur de la hausse de ton de Pékin, c'est le contrôle de l'exportation de 7 composants de terres rares, dont certaines sont des composants indispensables aux produits électroniques, à l'industrie militaire, de quoi sérieusement perturber les chaînes d'approvisionnement de produits stratégiques. Alors cette réplique, Pékin la présente comme un moyen de mieux protéger ses intérêts nationaux. La Chine dénonce une intimidation unilatérale des États-Unis et indique par ailleurs avoir déposé une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce au sujet des frais de douane imposés par l'administration Trump à ses exportations. Et la Chine maintient en fait la même position depuis plusieurs mois. Elle martèle qu'il n'y aurait aucun gagnant à une guerre commerciale. Oui, sans doute. Merci beaucoup, Louise Malnois. Il n'y aurait aucun gagnant. Mais est-ce que la guerre commerciale, elle a commencé cet après-midi pour vous ? Non, elle a commencé bien avant. Et disons, elle s'est accentuée aujourd'hui. Moi, je comprends la Chine, parce qu'il ne faut pas considérer que la Chine est responsable de la chute des bourses. Qui a lancé cette guerre commerciale ? C'est pas la Chine. Elle a répondu. Et je pense que les Chinois ont raison, parce que Trump, il connaît que les rapports de force. Et moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont le nouveau Premier ministre canadien prend les choses, Mark Carney, avec autorité vis-à-vis des Américains. Je pense que c'est la réponse qui me remet. Et dernier point, si vous permettez, par rapport à ce que disait Gallagher tout à l'heure, pour moi, Trump, c'est pas un suicide. Je pense que ça va être un suicide, je pense que ça va être mal pour les Américains et pour nous tous. Mais lui, dans son esprit, c'est pas un suicide. Il pense qu'in fine, c'est ce que j'appelle long terme, ça va être positif. C'est là où il se trompe. Il devrait. C'est dommage qu'il soit pas un peu plus macroéconomiste et qu'il fasse pas des raisonnements sur la cohérence de ces mesures. Bon, alors moi, je vais poser une autre question et vous n'allez pas du tout être d'accord, j'en suis sûre. Et si ça pouvait être une opportunité pour nous, Français ? Ah oui. On peut peut-être... Ah oui, si, vous êtes d'accord. Si. On verra pourquoi. Allez, restez avec nous, on continue le débat. Et Yves Gégaud, ancien ministre, nous rejoint. À tout de suite.
C'est la suite du grand dossier. On se pose cette question, la France profitera-t-elle de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump? Les bourses mondiales sont encore dans le rouge. Wall Street, notamment cet après-midi, qui ne cesse de chuter. Mais ce contexte pourrait-il permettre des relocalisations chez nous, de la réindustrialisation? Est-ce qu'on pourra reprendre de la souveraineté? Pourquoi pas saisir une opportunité qui s'offre à nous? Yves Jégo est en direct avec nous. L'interview à suivre. À tout de suite. D'abord, l'essentiel de l'actualité sur LCI à 17h20, un peu plus de 17h20. Et d'abord, donc, face à Donald Trump, la Chine qui a décidé de contre-attaquer. Taxé à 36%, Pékin répond par une taxe identique sur les produits américains sur son réseau Truth Social. Le président américain s'amuse de la panique, je cite, chinoise et fait une promesse aux Américains. Ma politique ne changera pas. Nous avons, dit-il, déjà des résultats. L'armée israélienne reprend son offensive à Gaza. Tôt ce matin, des soldats de Tsahal ont repris leur avancée dans l'est de Gaza City. Objectif affiché, éliminer les membres du Hamas et mettre la pression pour faire libérer les derniers otages détenus. Enfin, en France, le corps d'Axel, disparu depuis le 25 février, a été retrouvé dans la Loire. Une enquête avait été ouverte pour disparition inquiétante à Nantes. Le procureur de la République donc l'a annoncé ce matin. Il devrait faire connaître les résultats de l'autopsie dans les tout prochains jours. Voilà, est-ce qu'une opportunité s'ouvre en France après la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump? En tout cas, plusieurs ministres, évidemment, montent au front depuis la signature de ces droits de douane mercredi soir. Le ministre de l'économie, tout à l'heure, appelait au patriotisme des entreprises françaises. Écoutez-le. Nous faisons appel au patriotisme parce que nous sommes dans un moment de confrontation entre les grands blocs sur la planète, les États-Unis, la Russie, la Chine. L'Europe a tous les moyens d'être au niveau, mais ça demande des efforts. Nous ne devons pas nous laisser faire, et pour ça, nous devons être solidaires. Et pendant cette phase de négociation, il est clair que si une grande entreprise française acceptait de s'engager à ouvrir une usine aux États-Unis, ce serait donner un point aux Américains. Alors, quel est votre avis, Yves Jégo? Bonjour, merci d'être en direct avec nous dans le grand dossier cet après-midi. Ancien ministre, on le rappelle, directeur de la publication de la lettre du Made in France. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de l'économie? On a beaucoup d'atouts en main. Il faut saisir l'opportunité qui s'ouvre à nous. Effectivement, c'est une crise, mais on peut la traverser. Oui, vous savez, c'est ce que disait Churchill, dans chaque difficulté, il faut voir une opportunité. Je pense que Donald Trump a lancé en l'air une pièce, personne ne sait en fait si elle va retomber sur pile ou sur face. Donc il faut à la fois maintenir un dialogue avec les États-Unis, parce qu'il n'y a pas de raison de rompre le dialogue. Il faut à la fois protéger les frontières de l'Europe. On a une chance, c'est que la taxation, elle est européenne. Il n'a pas distingué entre les pays d'Europe. Donc, ce qui prouve d'ailleurs qu'à ses yeux, l'Europe existe comme une unité économique. Et puis, il faut se préparer à tirer les bénéfices éventuels de ce qui se passe. On pourrait dire peut-être merci Donald, parce que ça doit nous forcer à repenser la réindustrialisation, à l'accélérer, à mettre en place des dispositifs comme par exemple un code du commerce européen. Vous vous rendez compte qu'on a 27 pays d'Europe, on a 450 millions de consommateurs, on a l'addition des PIB de l'Europe qui est la plus grande économie du monde, et on n'est pas capable d'avoir un code de commerce de l'Union européenne qui permette d'échanger dans des conditions fluides à l'intérieur de ce marché unique. Donc il faut que l'Europe se réveille. Si Donald Trump a participé à son réveil, au fond nous dirons tant mieux, mais les dangers sont là, le risque de déstabilisation est là, l'effet mondial des décisions impromptues du président des États-Unis nous force à repenser notre modèle. Moi je ne vois pour l'instant que des déclarations, mais je ne vois pas de réunion extraordinaire de l'Union européenne, de mobilisation autour par exemple du rapport Draghi qui fixait au fond tous les axes qu'il faut mettre en œuvre pour cette réindustrialisation, et de dire faisons de l'Europe un géant économique, organisons cette Europe économique et nous serons peut-être la terre de refuge de tous ceux que le président Trump aura rejetés. Et puis n'oublions pas non plus que l'Asie va avoir des produits en trop qu'elle ne pourra plus vendre ou qu'elle vendra trop cher aux États-Unis. Il faut aussi qu'on s'interroge sur l'éventualité de droits de douane sur les produits asiatiques, parce qu'on ne peut pas être le réceptacle de ce dont les Américains ne voudraient plus. Surtout pas ce report, et puis ne pas en pâtir, nous, de notre côté. Alors, à vous entendre, c'est extrêmement intéressant, parce que depuis quasiment 48 heures, on n'entend que des cris d'orfraie. C'est-à-dire que là, c'est la panique. Le monde tel qu'on a connu, ce monde de libre-échange, est en train d'être bouleversé. Ça va être la récession, ça va être affreux. Vous nous dites non.
on peut en profiter pour faire des choses concrètement. Il faudrait que l'Union européenne, on a bien compris ce que vous nous dites, se réunisse pour annoncer des choses concrètes. Mais on peut en saisir aussi l'opportunité pour relocaliser, par exemple. Mais évidemment, il faut dire... alors je ne sais pas si les entreprises sont patriotes, comme le souhaite le ministre de l'économie. En tout cas, elles vont là où vont leur intérêt. Il faut faire de l'Europe une terre d'accueil des usines des entreprises européennes, mais aussi extra-européennes. Il faut aller dire à nos amis asiatiques, plutôt que nous envoyer vos voitures, venez les produire en Europe. Il faut donc créer une barrière tarifaire à notre tour. C'est ça le deal et le bras de fer avec les États-Unis, tout en maintenant le dialogue. Et puis organiser une Union européenne économique. Quand je parle de code de commerce, personne n'imagine qu'il n'y a pas de code de commerce européen. Et pourtant, si vous voulez commercer dans les 27 pays de l'Union européenne, à chaque fois, c'est une législation différente. À chaque fois, ça crée des difficultés. Donc il faut fluidifier. Il y a un code de commerce qui a été imaginé par des grands juristes européens. Il est sur la table. Le rapport Draghi dit allons-y sur le code de commerce. Eh bien moi je dis aujourd'hui restons calmes, bâtissons une Europe de l'économie, utilisons cette opportunité pour réensemencer nos usines à l'échelon de l'Europe, pour montrer qu'au fond, face à un président instable et imprévisible, il y a une Europe qui sait où elle va et qui veut devenir le creuset de l'économie du XXIe siècle. Merci beaucoup Yves Gégaud d'avoir répondu à nos questions cet après-midi dans le grand dossier. Si on allait plus loin, j'ai presque envie de pousser le bouchon très très loin. Il y en a pas mal qui souhaitent la décroissance. Ce serait incroyable, c'est pas la première puissance économique au monde qui pourrait l'offrir, Donald Trump, là, qui est en train de le mettre en place. Je suis pas sûr que ce soit un objectif... Ah, c'est pas son objectif, non. Mais est-ce que ça pourrait pas non, mais ce n'est pas nécessairement un objectif à suivre. Ça dépend de ce qu'on appelle des croissances. Mais je veux dire, on a besoin de croissance et on peut avoir de la croissance tout en réduisant les émissions de carbone, parce que c'est ça le sujet. Il y a la dimension environnementale que vous posez. Les partisans de la décroissance, ils disent qu'il faut moins de croissance, voire une récession, pour essayer d'atteindre les objectifs environnementaux. Moi, je maintiens qu'on peut avoir de la croissance. Il faut de la croissance pour avoir de l'emploi. Il faut avoir de la croissance pour gérer mieux les problèmes de répartition, qui sont des problèmes sociaux et politiques compliqués. Il faut avoir de la croissance aussi pour aider les pays du Sud, dont on ne parle jamais. Moi, ça fait une semaine, je n'entends pas parler d'Afrique sur les plateaux. Ouais. Bon, ça finit par m'énerver un tout petit peu, parce que... allez-y, poussez votre coup de gueule. Non, mais je le pousse en disant que nous sommes dans le même bateau. Je veux dire, le débat géopolitique aujourd'hui, c'est pas uniquement l'Est-Ouest, c'est aussi les relations entre le Nord et ce qu'on appelle le Sud global. C'est une question importante. Et par rapport à ce que disait Yves Gégaud, je pense que, bien sûr, tout ce qui se passe, ça nous oblige, nous, Européens, à nous bouger. Sans ça, nous sommes morts, du point de vue économique. J'aurais préféré que l'Europe se bouge sans y être poussée par M. Trump. Bon, mais puisqu'on en est là, il faut que l'Europe se bouge et il faut mettre en application rapidement les principales recommandations du rapport Draghi. Il évoquait le code de commerce, ça veut dire une union de l'épargne et de l'investissement, puisqu'on l'appelle comme ça, entre les 27 pays européens, qui s'appelait autrefois, il y a 3-4 ans, l'union des marchés de capitaux. Il y a des tas de sujets à traiter. Je pense que la réponse, c'est bien sûr peut-être des droits de douane, des normes, des réactions réglementaires, mais c'est aussi faire la démonstration aux Américains que l'Europe se bouge et qu'elle est capable de retrouver de la croissance, de l'ambition et de l'avenir. Qu'elle existe, qu'elle a des atouts et qu'elle va les utiliser. Vous êtes obligé de nous quitter. Merci beaucoup d'être venu. Mais j'excuse de vous quitter parce que j'étais bien. Nous, on était bien avec vous. Vous revenez quand vous voulez. Allez. Merci. Merci beaucoup, Christian de Boissieu. Jean-Claude Beaujour va prendre votre place. Merci d'être là également, président du Forum transatlantique et spécialiste des États-Unis. On continue donc de parler des appels des ministres, des présidents français. Emmanuel Macron, hier, par exemple, demandait à ce que les investissements en cours avec les États-Unis, il faudrait les geler. Écoutez. Je pense que ce qui est important, et c'est tout le travail qu'il faut faire par filière, que les investissements à venir ou que les investissements annoncés ces dernières semaines, ils soient un temps suspendus tant qu'on n'a pas clarifié les choses avec les États-Unis d'Amérique. Parce que quel serait le message d'avoir des grands acteurs européens qui se mettent à investir des milliards d'euros dans l'économie américaine au moment où ils sont en train de nous taper. Donc il faut qu'on ait de la solidarité collective. Adina Revol, il faut qu'on ait de la solidarité. C'est-à-dire, les investissements en cours, il faut les geler. C'est possible, ça ? Écoutez, j'aimerais juste revenir sur un point qui a été évoqué sur l'Union européenne. En fait,
effectivement, Trump, il a réveillé l'Union européenne, mais on a déjà été réveillé parce qu'on a des puits inexploités. On a un traité de libre-échange qui vient d'être approuvé avec le Mercosur, mais qui n'avait pas été signé. Et d'ailleurs, la France s'oppose à cette ratification. Je rappelle que le Mercosur, c'est un quart du PIB américain. Donc, ce traité est là. Donc, c'est une hérésie de s'y opposer aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, ce traité en tout cas a changé. La donne a beaucoup changé. Après, il y a le traité avec le Canada, le fameux CETA, qui à nouveau est bloqué par la France, qui s'applique de manière provisoire sur une partie des échanges, mais pas sur la partie investissement, qui est très important. C'est tous les marchés publics. Et quand on voit que le Canada aujourd'hui se rapproche énormément, quand on a vu de l'Europe, quand on a vu que le Premier ministre canadien a pris finalement la tête de cette coalition de pays du monde libre, finalement c'est une opportunité très importante. Et d'ailleurs, Laurent Lescure a rappelé hier soir l'importance de commencer à ratifier ce traité, le fameux CETA. Donc le CETA, le Mercosur, il y a un traité avec l'Inde qui est en négociation, qui sera finalisé d'ici la fin de l'année. Donc il y a un potentiel énorme parce que l'Union européenne a quelque chose d'unique. On est le premier marché intégré au monde et donc on est 450 millions d'habitants, on est riche et donc on est, au point de vue du commerce, on est très très intéressant pour le reste du monde. On a tendance des fois à l'oublier. On a tendance à l'oublier. Mais après, effectivement, il faut aller sur la finalisation du marché intérieur qu'on a lancé il y a 30 ans et qui n'est pas encore finalisé. IGEGO l'a clairement exprimé. On a encore des barrières qui équivalent à 46% des taxes. Mais pourquoi on a ces barrières? Parce que, vous savez, pendant de longues années, certains pays, dont la France, n'ont pas voulu ce marché. C'est le cas du marché énergétique, par exemple. Il y a des pays qui ont bloqué ce marché européen. Le cas du marché de l'énergie est un cas emblématique. Donc, en fait, il faut avoir du courage politique maintenant pour finaliser ce marché européen. Le marché capitaux, pareil. Il a été proposé par la Commission européenne en 2014. Nous sommes en 2025. Oui, mais peut-être que le courage, il va... Là, on va le voir à l'œuvre. Il faut le voir à l'œuvre maintenant. Alors, ce que vient de dire Mme Revol est très juste sur le papier. C'est vrai que le courage politique vient du fait que depuis maintenant 30-40 ans, les responsables politiques des pays membres de l'Union européenne, à commencer par la France, ont toujours décrié l'Union européenne, ont toujours dit tout est de la faute aussi de l'Union européenne. Et moi, il y a une chose qui m'a frappé. Il y a 24 heures, quand Donald Trump a fait sa déclaration, j'ai entendu des responsables du secteur vitivinicole dire « Nous espérons que l'Europe va apporter une réponse, nous demandons à l'Europe de réagir ». Et il y a moins d'un an, c'était au mois de mars, avril, mai, juin de l'année dernière, nous étions en campagne européenne et tout le monde disait « C'est de la faute de l'Union européenne ». Donc vous avez raison de dire que sur le papier, nous sommes une force, 450 millions d'habitants, un produit intérieur brut qui est considérable, un niveau de vie, un niveau d'attractivité économique. Pour autant, cette unité politique n'existe pas. Les voix fortes, quel est le numéro de l'Europe? Les voix fortes sont morcelées. Donc c'est vrai qu'on a un vrai challenge. Alors, je rejoins le professeur de Boissieu qui disait « C'est dommage qu'on ait attendu Donald Trump ». Oui, mais c'est comme ça, l'histoire, elle se fait aussi en fonction des événements. C'est peut-être... Avec les grands événements, l'Europe réagit tout le temps. La guerre en Ukraine, on a vu ce que ça a donné, le Covid aussi. Et ça ne sera peut-être pas... La position de Donald Trump n'est pas passagère, il n'a pas de vraie doctrine, c'est au coup par coup, mais n'empêche que la culture dans laquelle il s'inscrit, qui risque de se prolonger parce qu'on a aussi un vice-président qui est dans la même lignée, donc ça ne sera pas une parenthèse de 4 ans, cela veut dire qu'il faut désormais que l'Union européenne se dise à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, que voulons-nous être? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que si on fait le calcul, les droits de douane qui viennent d'être décidés de Donald Trump à l'encontre de l'Union européenne, donc, alors, on va regarder les chiffres. 370 milliards d'euros de produits de l'Union européenne sont touchés par les nouveaux droits de douane. Donc ça équivaut à des produits là, qui se seront prélevés 81 milliards d'euros de taxes. Est-ce qu'il faut qu'on réagisse pour ne pas avoir à verser 80 milliards d'euros aux États-Unis? Il faut forcément une réponse, Catherine? Il faut forcément une réponse forte? Quand on voit la réaction de la Chine, ce serait quand même difficilement compréhensible qu'il n'y ait pas une réponse forte de l'Europe. Il faut qu'elle soit proportionnée, cette réponse, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit intelligente, ciblée sans doute sur des domaines où ça peut vraiment faire mal aux États-Unis. Là, la réponse, elle est sans doute en réflexion aujourd'hui. On pense notamment aux services numériques. Est-ce que l'Union européenne va décider de taxer ces fameux GAFA ?
Certains disent que ça serait une réponse proportionnée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça entraînerait une colère noire de Donald Trump, parce que souvent, dans son instrument de droit de douane, Donald Trump, il a souvent évoqué le fait qu'il y avait eu des réglementations, notamment sur les GAFA, et que ces droits de douane, c'était une façon aussi de faire céder l'Union européenne. Alors comment réagirait Donald Trump? Est-ce qu'on irait vers l'escalade encore? Mais on ne voit pas comment aujourd'hui l'Union européenne pourrait baisser la tête. Ce serait un signal absolument dramatique face à Donald Trump qui n'entend que la force. Finalement, il va peut-être nous aider, Donald Trump. Une précision, oui, mais une précision. Vous avez dit, est-ce qu'il faut une réponse forte? Oui. Je crois qu'il ne faut pas confondre réponse forte qui, de toutes les façons, doit exister. On ne peut pas ne pas répondre fortement. Il faut surtout une réponse efficace. Et l'efficacité économique, c'est là où ça fait mal. Et je vous rejoins parfaitement sur les services, parce qu'il faut en même temps que nous répondions que l'économie européenne et mondiale ne s'écroule pas, parce que le professeur de Broissieu a très justement signalé qu'il y a nous, mais il y a toutes les économies avec lesquelles nous sommes en lien. Je pense à l'Afrique, je pense à un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est, mais il ne faut donc pas qu'on bascule dans quelque chose qui pourrait nous plonger tous dans une forme de récession. Voilà, donc c'est là où il faut faire attention, et qu'une réponse forte. Oui, il en faudra, mais il faudra surtout une réponse efficace. Elle n'est pas forcément, d'après ce que disent les spécialistes d'économistes, que je ne suis pas, mais ils disent qu'il n'y a pas nécessairement à faire de la similitude dans les réponses, mais il y a surtout en efficacité. Mais savoir où frapper, effectivement. Tout à l'heure, quand j'ai posé cette question, est-ce que ce n'est pas finalement une opportunité pour la France? Franchement, vous avez répondu, et tout de suite, oui. Oui, parce que j'en ai l'intime conviction. C'est-à-dire que moi, ce qui m'enthousiasme, c'est quand j'entends parler de patriotisme économique. Il faut savoir qu'entre 60 et 70% des échanges commerciaux de l'UE avec le reste du monde se font de manière intra-européenne. Les échanges avec les États-Unis, c'est moins de 20%, je crois que c'est 19,7%. Donc, à mon avis, il y a trois choses plutôt. La première et la plus importante, c'est que notre réponse reste fidèle à l'esprit de nos institutions qui ont été créées, notamment l'outil anti-coercition, pour être conforme au droit international. Il y a une grande absente en ce moment des conversations, c'est l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire, quand un pays se comporte comme un voyou, il ne faut surtout pas répondre par des moyens voyous. Il faut rester fidèle à notre âme, à nos valeurs et à notre état de droit, nos règles et nos instruments pour les faire appliquer et respecter. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que pour moi, si vous voulez, il faut effectivement répondre de manière proportionnelle. Donc, 80 milliards. Moi, ce que j'aimerais, ce serait que Ursula von der Leyen, parce que ça parlerait à la fois aux Européens et à Donald Trump, c'est qu'elle tienne un petit panneau, comme Donald Trump, qui rappelle ce qu'est l'UE, ce que pèse l'UE, ce dont dispose l'UE et ce que représente. Par exemple, on a parlé des services numériques, c'est 1/4 de leurs bénéfices qui se font sur notre continent. Voilà qui vous exposez et à quoi vous les exposez. Voilà la part de leurs bénéfices qui sont réalisés géographiquement ici, chez nous. Ça, c'est votre talon d'Achille. Si vous choisissez de flinguer ce talon d'Achille, c'est votre entière responsabilité. Ça n'est pas ce que nous souhaitons, mais c'est ce que vous appelez. Exactement. Le talon d'Achille. C'est-à-dire que Donald Trump, il prend un risque énorme. Il dit que le déficit commercial avec l'Europe lui est défavorable. Mais sur les biens, alors que sur les services, il est extrêmement excédentaire. Est-ce que j'ai presque envie de dire, en le voyant comme ça à la Maison-Blanche, moi j'ai regardé un peu le détail, le tableau, ou plus ou moins ce qu'il en ressort, va jusqu'à faire des droits de douane différents en fonction des régions françaises d'outre-mer. Et on apprend que Saint-Pierre-et-Miquelon, est-ce que vous vous rendez compte que le président des États-Unis, à la tête d'une puissance de 340 millions d'habitants, avec des milliards et des milliards de produits intérieurs bruts, s'attaque, je réduis, je caricature, à Saint-Pierre-et-Miquelon, 6000 habitants, et ils disent, là, il va falloir taxer à 50% parce que Saint-Pierre-et-Miquelon menacerait l'avenir économique des États-Unis. Je caricature, mais ça n'est pas complètement idiot. Quand on se rend compte, on se dit, à la Maison-Blanche, le président des États-Unis se soucie de Saint-Pierre-et-Miquelon qui mettrait en danger la vie des Américains. C'est grotesque. Catherine ? Vous demandiez, est-ce que c'est une opportunité pour la France ? Pour l'Europe, je pense. Pour la France, j'ai quand même des craintes. Quand on parle de l'Europe de la défense, oui, là, on a des fleurons, des Thales, des Dassault, tout un tas de sous-traitants. Et sans doute qu'effectivement, une défense européenne va profiter à l'industrie française. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup de problèmes en France. On a un coût du travail qui est plus élevé
que chez nos voisins européens. On a une fiscalité sur les entreprises qui est très lourde. On a un État qui est affaibli en raison de ses déficits. Et c'est autant de désavantages pour la réindustrialisation. Oui, peut-être. Mais je pense que néanmoins, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Catherine, il y a le patriotisme économique, c'est aussi une responsabilisation de chaque consommateur et de chaque consommatrice qui peut, que ce soit verbalisé dans les supermarchés sous forme de drapeau européen ou autre, je ne sais pas si c'est légal de faire ça, mais que chacun regarde la provenance des produits qu'il achète. Il y a effectivement des efforts supplémentaires qui vont devoir être consentis. Pareillement, il faut que ces efforts soient proportionnels aux moyens dont disposent les personnes qui vont consommer. Et c'est ainsi que petit à petit, comme ça a été dit, les petites rivières vont faire les grands fleuves. Les grands fleuves. Donc c'est entre nos mains, nous aussi consommateurs, nous citoyens. La dernière partie du grand dossier, toujours regarder Wall Street cet après-midi dans le rouge, la bourse des États-Unis, toujours des valeurs qui nous parviennent en direct. Regardez, les chiffres sont toujours aussi impressionnants, ça chute partout, notamment dans les géants de la tech. Et les bourses européennes viennent de clôturer, c'était il y a quelques minutes. Et regardez, évidemment, ça chute également, ça clôture en baisse. Moins 4,26 à Paris, moins 4,95, que ce soit en Allemagne ou à Francfort ou à Londres, Catherine. C'était attendu que ça reste comme ça 48 heures après les annonces. Là, on vit une période quand même très, très perturbée, avec beaucoup d'incertitudes pour les entreprises européennes et globalement pour les investisseurs. J'entendais un expert tout à l'heure qui parlait notamment des petits épargnants, justement, qui vendent aujourd'hui leurs actions. C'est moins le cas des grands industriels, des grands institutionnels, pardon. La question est de savoir maintenant combien de temps ça peut durer, cette baisse des indices boursiers européens. Certains pensent même qu'aujourd'hui ça baisse, mais que dans quelques temps, justement, l'Europe pourrait apparaître comme une place sûre et que justement nos indices boursiers pourraient en profiter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que l'annonce des droits de douane perturbe beaucoup les investisseurs et avec bien sûr des inquiétudes autour d'un crack, un crack qui interviendrait à long terme au fur et à mesure de voir s'effondrer jour après jour ces indices boursiers. C'est la panique un peu sur les marchés. Jade nous a rejoint. Comment réagissent les citoyens américains? Est-ce que là aussi c'est la panique? Très clairement, quand on regarde la presse américaine, on comprend effectivement que les Américains sont inquiets. Dernier article du Wall Street Journal, les Américains se ruent sur les téléviseurs, la sauce soja et les vêtements d'entraînement Lululemon. C'est une marque canadienne, forcément, qui cartonne aux États-Unis. Extrait, Cedar Roach s'est empressé d'acheter $244 de vêtements d'entraînement de Lululemon et un pull à $250 de House of Sunny pendant la conférence de presse de M. Trump. Son petit ami a lui couru acheter 3 packs de 8 Guinness. Okay. Avec l'annonce de ces taxes, les Américains, non, il va très loin, effectivement. Les Américains se comportent exactement comme pendant le Covid. Ils font des stocks. Médicaments, électroniques, épices, vêtements, tout ce qui est importé. Les Américains s'empressent d'en acheter. On commence à recevoir, par exemple, ce genre d'images d'Américains qui viennent acheter dans les grandes surfaces bananes, papier toilette, café. Pourquoi précisément ce genre d'articles ? Au cours des prochaines semaines, les prix de ce que vous voyez là à l'antenne vont grimper en flèche. Les États-Unis sont par exemple les premiers importateurs mondiaux de bananes. 40% des bananes qui sont importées aujourd'hui aux États-Unis viennent du Guatemala. Les États-Unis ont annoncé quoi? 10% de taxes pour ce pays-là. Les Américains vont aussi payer plus cher papier toilette, couches, lotions, shampoing. Les fabricants vont en fait répercuter sur la hausse des coûts le prix des matières premières. L'huile de palme, par exemple, les États-Unis en importent en grande partie. Écoutez quelques réactions d'acheteurs, justement. Nous allons être touchés de plein fouet. On le voit en magasin, les prix des produits alimentaires augmentent. Les agriculteurs s'en rendent compte. Donald Trump est venu et a renversé tout le système. Les avocats du Mexique sont certainement des produits importants auxquels je pense. Je sais que certains de nos agrumes sont également cultivés à l'étranger. Cet homme est très suivi sur les réseaux sociaux. C'est un homme d'affaires américain qui a posté énormément de choses depuis justement cette annonce de hausse des droits de douane pour les consommateurs américains. Il a publié ce message il y a 2 jours sur ses réseaux. Ce n'est pas une mauvaise idée d'aller acheter chez Walmart ou d'autres grandes surfaces plein de produits de consommation
dès maintenant. Du dentifrice, du savon, tout ce qui peut trouver un espace de rangement chez vous, achetez-le avant qu'il ne soit obligé de réapprovisionner les stocks. Même ce qui est fabriqué aux États-Unis, il le précise, les prix vont augmenter. De mercredi soir à jeudi matin, Monsieur Peguero, donc un Américain, estime avoir dépensé environ $3 000 de produits électroniques, pièces détachées de voitures, matériel de jardinage et autres articles ménagers. Sur les réseaux sociaux, parce qu'on a beaucoup fouillé ce matin, on a vu ce genre de vidéos qui fleurissent, des tutos à destination des consommateurs américains qui indiquent ce qu'il faut acheter dans les grandes surfaces, qu'il faut privilégier comme marque, parce que ce sont ces marques précisément sur lesquelles les prix vont enfler. Même les supermarchés ont pris le pli. Un nouveau type de slogan fait son apparition dans les magasins. Solde spécial avant les taxes douanières. Achetez maintenant avant que les prix ne doublent. Les magasins incitent très clairement les clients à acheter maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Un dernier chiffre pour terminer, assez révélateur, les ventes de voitures aux États-Unis, elles ont bondi, plus 19% uniquement sur le mois de mars. Ici, quelques exemples, General Motors par exemple, plus 17% juste sur le mois de mars. J'ai lu une citation quand j'ai préparé cette chronique qui résume parfaitement bien ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. On se ruine pour économiser de l'argent. Citation d'une jeune femme américaine qui je trouve, à mon sens, résume parfaitement bien ce qui se passe. Oui, on se ruine pour économiser de l'argent. Tout est dit, effectivement. Partons à Washington, aux États-Unis. Donc, Axel Monnier, toujours notre correspondant. Racontez-nous, vous, comment ça se passe. Parce que ce qui nous interpelle, effectivement, on voit qu'il y a quand même une petite panique, une inquiétude des citoyens américains. Donald Trump, il a été élu sur des promesses économiques, de redressement économique. Il y avait une confiance des Américains envers le futur président. Est-ce que la confiance, elle est encore là ? Le président américain dit oui, vous allez souffrir, mais vous verrez demain, ça ira mieux. Ils ont cette confiance ou pas ? Non, pas du tout, effectivement. Alors, il n'y a pas eu de sondage à proprement parler sur les annonces de mercredi, mais en début de semaine, il y en a eu beaucoup d'études d'opinion qui vont toutes dans le même sens. D'abord, le niveau de popularité et d'adhésion à l'action de Donald Trump est en train de chuter. Il dépasse à peine les 40%. Il est déjà à son plus bas. Ensuite, au niveau économique, 55% des Américains ne lui font pas confiance parce qu'ils estiment que ce qu'il fait depuis son investiture ne va pas dans le bon sens. Et plus précisément, sur les droits de douane, les Américains sont largement opposés à ce système, notamment pour les voisins mexicains et canadiens. Et effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vote Donald Trump, on a beaucoup parlé d'immigration et de sécurité, mais quand on vit ici, on voit bien que ce qui a motivé, alors pas sa base électorale MAGA, tout acquise à sa cause, mais ce qui a motivé les indécis, les indépendants, certains républicains centristes, pourtant anti-Trump, voire quelques démocrates qui ne voulaient pas voter pour Kamala Harris, c'était ça. C'était l'idée que peut-être qu'au moins Donald Trump allait régler une partie de l'économie. Et lui-même, en tant qu'homme d'affaires, s'est gargarisé d'être l'homme qui allait gérer l'économie, qui pourtant se portait plutôt très bien sous Joe Biden, à part l'inflation. Et c'est cette inflation, cette hausse des prix qui a probablement créé un vote massif en faveur de Donald Trump et qui aujourd'hui crée de la défiance. 65% des Américains estiment qu'il ne fait pas grand-chose, voire rien pour faire baisser les prix. Lui-même avait reconnu qu'il aurait du mal à les faire baisser. Bref, il n'y a rien qui va actuellement là-dessus et les consommateurs américains sont effectivement extrêmement las de cette hausse des prix qui dure maintenant depuis la pandémie et la guerre, le début de la guerre en Ukraine et qui risque de s'accentuer encore un peu. Donc de la lassitude, mais surtout beaucoup d'inquiétude. Ouais, le retournement est spectaculaire. Merci beaucoup, Axel. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donald Trump a piégé ses propres consommateurs ? Je ne sais pas s'il les a piégés, mais il s'est piégé lui-même parce qu'il a fait campagne sur la vie chère. Vous savez, tout au long de cet été, il avait dit et redit, en votant pour moi, vous allez regagner du pouvoir d'achat. Et vous savez comment sont les électeurs ? Ils ont voté le 5 novembre pour Donald Trump, 5 novembre 2024. Eh bien, nous sommes quasiment 80 jours après sa prise de fonction et plus de 4 mois après son élection, les électeurs ne voient toujours rien venir. Exactement. Il avait promis que la guerre serait réglée en 24 heures. Il ne voit toujours rien venir. Et donc, il y a à la fois de l'inquiétude sur le plan économique. Et quand vous avez le fameux panier de la ménagère, on se rend compte que les choses, que la vie a un certain coût. Et il sait très bien, et les électeurs le savent, que la consommation courante repose beaucoup sur des produits importés ou fabriqués en partie avec des produits importés. Donc ils savent qu'il va y avoir une hausse des prix.
Ils ont voté pour, mais ils sont pour autant extrêmement inquiets. Et il n'y a ni résultat économique, ni résultat politique pour le conflit. Et le conflit va continuer. Gallagher, on se souvient d'une autre phrase pendant la campagne électorale de Donald Trump. Si vous votez Kamala Harris, vous aurez un krach boursier en 3 jours. Non, effectivement, il peut désormais se l'attribuer, s'en rendre responsable plutôt, parce que clairement, c'est l'un des scénarios qui est désormais envisagé de manière très, très concrète. Celui qui se dessine également, c'est celui de la stagflation, vous savez, la combinaison entre une stagnation, donc une absence de croissance, une croissance atone, et une inflation persistante. Et ce qu'on voit, là, j'étais en train de regarder à l'instant, Jérôme Powell, le patron de la Fed, prévient qu'effectivement, les risques sont grands. Et il y a une vraie tension, en fait, entre cette institution qui, par nature, est censée être indépendante et le président qui lui intime l'ordre de baisser les taux d'intérêt. À l'instant, il lui demande. Et de se comporter comme il le souhaite, mais ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que Donald Trump, il a du mal à comprendre d'abord qu'il n'a pas été élu président du monde, uniquement président des États-Unis, et ensuite que l'outil exécutif, dans le système américain tel qu'il a été conçu, n'est pas au-dessus de tous les autres. Mais ça, il le refuse, et il a des gens autour de lui qui l'aident à le refuser et qui veulent qu'il le refuse et qui provoquent l'effondrement du système à la fois économique mondial, mais aussi démocratique américain. Donc c'est une période de très très forte volatilité. J'écoutais hier J.D. Vance, son vice-président, il a accordé un entretien qui a fait couler beaucoup d'encre à Fox & Friends, donc c'est la matinale de Fox News, 10 minutes d'entretien en direct, où il s'adresse vraiment aux Américains, c'est vraiment très 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 regardé, et il leur dit, écoutez, je ne vais pas vous mentir, ça va être compliqué, ça va piquer, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour votre bien. Je pense qu'il y a une part d'Américains qui se disent, bon, ok, d'accord, mes bananes, je ne peux plus les acheter, mon PQ, il est plus cher, le prix de l'essence, bien que J.D. Vance dise, il a baissé, c'est pas vrai, le prix de l'essence a monté, le gallon, il est plus cher aujourd'hui d'une vingtaine de cents depuis, je crois, janvier. Voilà, mais il y a une autre part, une part croissante d'Américains qui, eux, en revanche, ne sont pas du tout dans cette situation. Vous avez 40 millions de pauvres aussi. Et il faut ça, il ne faut pas l'oublier. Bon, c'est loin d'être terminé, on l'a bien compris. Merci beaucoup pour les analyses.